Par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réaction généralisée. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Nous allons parler de la langue. Je ne sais pas si nos deux invités seront d'accord avec Roland Barthes, dont on entendait la voix ici dans un archivina de 1978, un extrait de son discours au Collège de France. Nos deux invités sont deux écrivains. Jean Védrine, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un roman, c'est le 6e que vous écrivez, qui s'intitule Morte Parole. Morte Parole, c'est en un seul mot. Il est paru chez Fayard. Et Éric Chauvier, le deuxième invité, bonjour. Bonjour. Vous publiez en général des petits livres qui sont à l'intersection de l'anthropologie et de la littérature. C'est le cas de cet essai. Et ces récits, et c'est inclassable en tout cas, qui s'intitule « Les mots sans les choses », évidemment allusion à Michel Foucault. Il est édité chez Aya comme quasiment l'ensemble de vos petits ouvrages. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour commencer avec Roland Barthes, avec cette idée que la langue est fasciste, ou justement vous êtes là tous les deux pour démontrer qu'elle peut l'être, mais qu'elle peut ne pas l'être du tout? Jean Védrine. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec Roland Barthes, là, qui a été mon maître. J'ai suivi ce qu'on appelait le petit séminaire de la rue de Tournon 1 an. Et ce que j'appréciais beaucoup dans la langue de Barthes, c'est qu'elle avait un grain. Il avait d'ailleurs parlé dans un de ses séminaires du grain de la voix, et quelque chose qui était très, très à l'opposé de cette postulation très célèbre sur le fascisme supposé de la langue. Comme vous l'avez dit à l'instant, Caroline, moi je suis intimement convaincu en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, en tant que romancier, que tous les mots sont des signes de contradiction. C'est-à-dire que leur usage est profondément tragique. Ils peuvent verser dans le nihilisme comme ils peuvent célébrer la beauté du monde et la beauté des choses. Chercher une adéquation qu'on peut trouver tout à fait illusoire entre la parole et le monde, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas fascistes ou nihilistes. L'usage nihiliste du langage aujourd'hui est effectivement terrifiant, puisque le langage de la plupart des médias, de beaucoup d'hommes politiques, d'énormément d'universitaires aussi, hélas, c'est synthétisé autour de la technique pour aller vite. C'est ce que j'appelle, moi, la morte parole. Bon, même si je parle plus spécifiquement du cas de l'école, et même de la petite école, et de l'espèce de trahison de la littérature qu'elle a, à mon sens, réalisée depuis une trentaine d'années. Mais donc, pour répondre à cette magnifique voix de Roland Barthes, non, je ne suis pas du tout persuadé que la langue soit fasciste. Éric Chauvier. Oui, la langue que j'ai étudiée dans mon livre est fasciste, je pense, d'une certaine façon, au sens où l'entend Roland Barthes. Le mot est quand même, doit être mis en contexte. J'avais d'ailleurs cité en exergue d'un de mes précédents livres, Sommaland, cette phrase de Barthes pour expliquer que justement cette forme de fasciste pourrait être une injonction de parler d'une certaine façon. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les écarts, je dirais, entre cette obligation de parler et l'espèce de tétanisation, d'intimidation à laquelle nous sommes réduits lorsque nous sommes obligés de parler de cette façon-là. C'est-à-dire que l'aliénation, et il emploie le mot aliénation que je reprends ici, mais dans mon livre, cette idée-là est très importante pour moi, c'est-à-dire que le concept, et là il fait référence d'ailleurs à la littérature classique, si je ne m'abuse, dans cette... Mais pour ma part, je parle des concepts, et effectivement, les concepts ont cette dimension d'aliénation qui consiste à ne pas pouvoir nous permettre de restituer notre expérience en propre, c'est-à-dire ce que nous vivons au quotidien, ce que nous vivons dans l'ordinaire. Et l'injonction aujourd'hui de parler de crise, de décréter que, par exemple, tous nos problèmes viendraient de la crise, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de boîte noire mise sur nos existences. Après, on peut même aller plus loin que Barthes et considérer... Moi, je considère que c'est ouvertement la destruction du politique, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que... on a transformé avec ce langage
extrêmement consensuel, qui lisse, en tout cas le langage que je dénonce dans mon livre. On peut penser à la diversité, aux gens de couleur, aux gens du voyage. Tous ces concepts-là vont... Et Barthes a infiniment raison, nous sommes obligés d'une certaine façon de les utiliser en société. Et en même temps que nous les utilisons, nous prenons conscience que ça ne convient pas. Et ça ne convient pas, pourquoi ? Parce que ce que nous avons perdu dans l'histoire, c'est le politique. C'est précisément notre capacité à questionner la conflictualité du monde social. Et j'ai le droit d'avoir des conflits, et j'ai en plus le droit de les questionner. Donc c'est à tous les niveaux de la société, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au niveau citoyen, je ne peux plus questionner ces conflits. Au niveau des sciences humaines, le lissage opère à peu près de la même façon, mais avec d'autres procédures, d'autres conventions, évidemment. Mais tous les niveaux de la société sont contaminés par cette espèce d'injonction, d'obligation à parler d'une certaine façon. Et bon, faut pas se voiler la face, c'est quand même aussi ce que disait Margaret Thatcher dans les années 70, there is no alternative, pardonnez-moi l'accent, il n'y a pas d'alternative. Et finalement, ce que nous dit ce langage, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que l'idéologie néolibérale est en marche, et ce langage-là la sert complètement. Jean Védrine. Oui, alors sur ce point politique, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le langage des élites, c'est sans doute un mot que vous récuserez, me semble totalitaire peut-être mou, hein, mais plus que nihiliste, il est effectivement totalitaire, c'est exactement ce que vous avez décrit. En revanche, la parole littéraire, et la parole romanesque en particulier, ou la parole poétique, échappe peut-être, et c'est une de nos chances aujourd'hui, et échappe plus que jamais à cet écrasement général des mots et du sens par l'ordre économique. Dans votre livre, l'analyse du concept de crise est très très intéressante, et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'elle recoupe exactement ce que dit le Comité Invisible à nos amis. Il y a 4 pages qui ressemblent tout à fait à Éric Chauvier. Merci beaucoup. La parole romanesque, la parole poétique sont devenues presque à leur corps défendant aujourd'hui des sortes d'îlots de résistance. C'est-à-dire qu'un usage, si je dis un usage libre de la parole dans le roman et la poésie, on peut tout de suite me rétorquer 50 contre-arguments, j'en suis bien conscient. Mais l'usage littéraire du langage, c'est-à-dire l'écoute d'une voix intérieure, l'abandon de sa propre voix, y compris de sa voix sociale, au profit de la voix d'un autre, l'expérience de cette radicalité-là, de changer de voix, de changer de langue, et pas seulement de paysage imaginaire ou de pays, cette expérience aujourd'hui est devenue quasi révolutionnaire. Plus que jamais, en tout cas, si on prend comme champ historique de référence l'histoire de l'école française depuis la Troisième République, donc c'est un temps relativement court, on se rend bien compte que la parole littéraire, à un moment, était l'apanage de l'école. Tous les hommes politiques de la Troisième République étaient d'extraordinaires lettrés, parfois des rhétoriciens raseurs, et qui, d'une certaine manière, pratiquaient aussi un langage qui, quoique néo-grec et néo-latin, pouvait être totalitaire, mais ils ont laissé en héritage dans la société française ce rêve d'une école littéraire à laquelle, je dis, c'est peut-être une illusion d'ailleurs, à laquelle chaque enfant, chaque tête blonde ou brune pourrait accéder. Ce que j'appelle moi le palais des livres, la rêverie d'un immense Versailles littéraire dont le Lagarde et Michard serait en quelque sorte le seuil. On va d'une salle à l'autre, d'une galerie à l'autre, quelles que soient nos origines. Bon, le narrateur de mes 3 derniers romans de Morte-Parole est un fils d'immigrés italiens, un fils d'ouvrier d'immigrés italiens qui s'appelle Giovan. On ne parle pas français chez lui. Il entre en poésie grâce à l'école, grâce à la beauté des textes que le palais, le Versailles littéraire lui propose. Puisque vous parlez, Jean Védrine, de l'école, il est un personnage qui a réellement existé et dont vous parlez, Éric Chauvier, dans votre essai, qui est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui a parlé du système scolaire en 1982 sur France Culture. C'est une archivina, écoutez-le. Quand le système scolaire joue le rôle qu'il joue dans nos sociétés, c'est-à-dire quand il devient la voie principale ou exclusive, enfin de l'accès à la lecture, et que la lecture devient accessible pratiquement à tout le monde, je pense qu'il produit un effet, et que du même coup, ce que les gens attendent de la lecture, je pense que le système scolaire a cet effet paradoxal de déraciner en quelque sorte cette attente. Alors on peut s'en réjouir
réjouir ou le déplorer, mais c'est un fait social. Cette attente quasi prophétique, c'est-à-dire au fond, Max Weber disait la prophétie, c'est un langage qui répond de façon systématique à tous les problèmes de l'existence. Bon, est-ce qu'il faut mettre cravate, est-ce qu'il ne faut pas en mettre, est-ce qu'il faut saluer, est-ce qu'il ne faut pas saluer, etc. Bon, une prophétie répond à tout et de façon systématique et en proposant à la fois une cosmologie. Bon, cette attente, enfin, je pense que le système scolaire la décourage et du même coup détruit d'une certaine façon une certaine forme d'attente de la lecture. Là, je vais citer un témoignage très naïf. Enfin, c'est une expérience de lecteur, de copie d'élèves. Un des effets du contact avec la littérature savante, du contact moyen avec la littérature savante, est de détruire les sagesses populaires pour laisser les gens formidablement démunis. C'est-à-dire entre deux cultures, entre une culture qu'on a assez connue, pour ne plus pouvoir parler de la pluie et du beau temps, on sait tout ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et on n'a plus rien d'autre à dire. C'est un peu ce que disait Jean Védrine à l'instant, Éric Chauvier, et pourtant vous n'êtes pas vraiment tendre avec Pierre Bourdieu dans votre livre. De toute façon, votre livre est un tantinet provocateur par moment. Vous dites d'ailleurs que les sciences sociales n'ont pas évité le problème de la dégradation de la langue. C'est même le titre d'un des chapitres, pourquoi les sciences sociales n'ont pas évité le problème. Mais comme vous dites en même temps que c'est en cassant l'ambiance que le sens apparaît, on se dit qu'effectivement il y a une pointe provocatrice. Parlez-nous de votre rapport à Pierre Bourdieu par rapport à la langue, aux mots et aux choses. Son œuvre m'a accompagné, nourri pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, j'arrive à un âge, peut-être une forme d'expérience aussi de ma pratique d'anthropologue qui m'a amené à questionner. C'est un point très particulier de l'œuvre de Pierre Bourdieu, c'est la tentative, plus qu'une tentative d'ailleurs, il va au-devant de sortir de la scolastique. Donc de sortir d'un monde académique hyper normé pour aller essayer de produire une sorte de sociologie qui serait hors scolastique. C'est sa dimension militante, infiniment estimable selon moi, qui l'amène à aller voir les jeunes des quartiers populaires, à aller à la rencontre des cheminots. Et puis la question que je me pose quand même, c'est oui, c'est une façon de sortir de la scolastique que de sortir du lieu physique, quelque part, que représente la scolastique, c'est-à-dire d'université, des écoles diverses et variées. Mais je pense que sortir de la scolastique, c'est d'être capable de montrer, de déconstruire les concepts utilisés par la scolastique. Et Bourdieu était un grand consommateur de concepts, habitus, chant, des concepts qui ont été passablement repris dans le langage ordinaire, aussi dans le monde savant, souvent de façon malencontreuse, souvent de façon inexacte, pas fidèle en tout cas à la parole, aux écrits de Pierre Bourdieu. Toujours est-il que je pense que sortir de la scolastique, c'est de montrer en quoi ces concepts-là ne fonctionnent pas pour les personnes. Alors, un concept fonctionne jamais véritablement, totalement finalement. Mais et je pense que Pierre Bourdieu a pu le faire de façon théorique, notamment dans ses médiations pascaliennes. Mais cette tentative-là, moi, elle me semble inaboutie d'une certaine façon. Et ce que j'essaie de faire dans ma pratique, c'est de remettre en contexte en permanence ces concepts-là. C'est ce que j'allais vous demander. C'est votre champ d'études, si je reprends le terme de champ. Mais votre champ d'études, à vous, Éric Chauvier, c'est l'ordinaire. D'ailleurs, plus que le quotidien. Vous faites une différence entre les deux. L'ordinaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre écriture, et là on retrouve aussi ce que disait Jean Védrine, dans votre écriture, d'une certaine façon, vous mettez en récit vos propres textes en vous inspirant, comme vous le faites dans chaque chapitre, d'expériences qui sont des expériences personnelles. Vous allez en banlieue parisienne rencontrer un jeune qui s'appelle Younes, que vous rencontrez, qui a des difficultés pour trouver un travail stable après avoir fait très peu d'études et après avoir surtout dealé de la drogue. Il cherche à se stabiliser, disons, et il s'est mis à récupérer un mot qui est l'événementiel. Voilà, et vous travaillez sur ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche d'un jeune comme ce garçon-là, un mot comme l'événementiel, parce qu'il sonne mal ou qu'il sonne faux. Vous vous inspirez aussi de votre propre vie, de votre vie avec votre femme, qui a eu, dites-nous, vous nous le dites, un AVC, un accident cardiovasculaire, et à partir de là, vous travaillez sur ces fameux mots qui nous entourent. C'est ça votre démarche, mais c'est aussi donc une démarche personnelle, subjective. Vous dites « je » dans les sciences sociales, c'est un mouvement dont parle Yvan Jablonka, il y a même un dossier en ligne sur le site de lavidesidées.fr dont a parlé Raphaël Bourgois à cette même chaîne, dans cette même émission. C'est un mouvement plus global, donc le jeu, l'expérience personnelle, l'ordinaire, Éric Chauvier. La subjectivité, je ne crois pas tellement à la subjectivité. Enfin, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que je pense que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que nous sommes pris dans des faisceaux de communication
Mais le sujet, ça reste une sorte de mythe. Le sujet, ce qui se passe dans la tête du sujet, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Je décris simplement des enquêtes dans mon ordinaire. Et l'ordinaire, justement, c'est pas le quotidien, parce que l'ordinaire, c'est justement ce qui peut se rompre. Ce sont des situations qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être au bord de la rupture, qui peuvent être... Et le sens va toujours apparaître à partir de ces situations qui sont rompues, à partir des situations qui sont menacées. Donc, plutôt qu'une intersubjectivité, je parlerais plutôt d'une communication, d'un phénomène de communication que j'analyse. Et je peux aussi bien analyser... Et je ne parle pas de moi, en tant que sujet, je parle d'une situation de communication où je suis partie prenante. C'est tout à fait différent. Ça veut dire que n'importe quel chercheur en sciences sociales est pris dans cette situation de communication. Donc c'est tout à fait scientifique et rigoureux que de décrire sa présence. Je voudrais vous proposer à tous les deux d'aller sur le terrain, comme d'ailleurs vous le faites, hein, Éric Jovier, comme vous le faites aussi d'ailleurs, Jean Védrine, d'aller sur le terrain avec une archive de l'INA de 1978 et d'un journaliste de télévision, puisqu'il est question aussi des médias dans votre ouvrage, notamment Éric Jovier. Ce journaliste s'appelle Georges Walter et il va, lui, sur le terrain, enquêter. La communication, c'est son sujet. Puisque nous sommes à Paris, il y a des quartiers comme celui que vous voyez derrière moi, où on soupçonne que dans ces immeubles modernes, fonctionnels, on parle un langage quelquefois d'initié, un langage très particulier qui n'est plus celui de la rue, qui est celui de bureau où il est question de gestion, où il est question de marché. Quand vous prononcez le mot marché, ça vous fait peut-être penser d'abord à un étalage de fruits, de légumes, à quelque chose de gai avec les cris de marchands de poissons. Mais quand vous ajoutez le mot étude à marché, si vous dites étude de marché, tous les fruits et les légumes disparaissent, les cris des marchands également, tous les parfums et tout le soleil, et il reste un univers austère, quelquefois prétentieux, étrange, un langage d'initié. Et ce langage d'initié, je vais précisément aller le chercher chez un grand PDG de la publicité, chez un publicitaire, à qui je vais essayer de présenter un manuscrit. Pour définir le profil de votre produit, abordons-le au niveau de la créativité. Écoutez, c'est pas exactement un produit, c'est un petit livre de philosophie que j'ai écrit, que je compte éditer moi-même, à compte d'auteur en somme. Un produit socioculturel, donc. Notez qu'il y a de la surchauffe pour ce genre de produit. Avez-vous fait une étude de marché? Pardon? Avez-vous fait des tests? Consulté des panels? J'ai écrit ça tout seul, chez moi. Oui, je vois. Bien, nous devons créer un besoin dynamique chez les futurs utilisateurs de votre produit. Écoutez, ce n'est pas un produit, c'est un essai, c'est un livre. Et vous, c'est un roman, Jean Védrine. Mais on y est dans cette opposition. Et oui, parce que ce qu'on entend là, c'est très émouvant, parce que comme dans le document sonore de Pierre Bourdieu, il y a un bruit de fond qui est celui de la belle vie, de la vie libre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois qu'on entendait des cloches et des oiseaux derrière ce très beau passage de Pierre Bourdieu, que je ne connaissais pas, et avec lequel je suis entièrement d'accord. Et puis là aussi, au début, donc, on entend le brouhaha de la rue parisienne, qui d'une certaine manière, viennent gommer la langue horrible, violente, que ce malheureux... PDG, publicitaire est en train de déployer avec une certaine candeur et une certaine naïveté. Mais je voudrais revenir sur ce qu'Éric Jovier a dit sur le jeu. Le romancier, il est tributaire d'un jeu très très difficile à mon avis à approcher et à réduire, qui n'est pas forcément celui de la seule expérience individuelle. C'est-à-dire que je trouve que le narrateur de mes 3 derniers romans, c'est un fils d'immigré italien. Je ne suis pas fils d'immigré italien. Bon. Mais le jeu de Giovanni est peut-être la plus grande vérité que j'ai jamais avouée dans mes romans. En ce sens que il se trouve que, comme le disait Giambattista Vico, circule quand même en nous, dans la culture et dans le langage, dans les mots, des universaux fantastiques, c'est-à-dire des choses qui nous sont transmises par la société, par la lecture, dans lesquelles on se retrouve, et qui forgent le jeu littéraire. Or, ce jeu littéraire, jeu de gueux, de pauvres, jeu qui est antithétique à la parole marchande et à l'argent, il peut prendre bien des voix, bien des masques. En tout cas,
dans ma propre expérience d'écrivain, dès l'adolescence, je me suis insurgé contre le langage technique et le langage dominant de l'argent et de la marchandise sans savoir exactement comment le définir. Éric Chauvier vient de dire que, par exemple, il a mûri en quelque sorte dans son rapport à Pierre Bourdieu. Et ben moi, j'ai mûri dans ma révolte tout entière langagière, qui est beaucoup plus forte, ma révolte, aujourd'hui que j'ai quelques cheveux gris, que quand j'avais 12 ou 13 ans, où j'étais déjà très très révolté contre les langages dominants. Et j'ai fait ce parcours-là comme la multiplication d'expériences, d'abord littéraires, et cette expérience littéraire, pour moi, est toujours politique. On en revient un peu à ce que vous disiez initialement de l'analyse de Barthes. Jean Védrine, vous nous parlez du je, J-E, dans vos romans, et pourtant vous avez choisi de nous lire un extrait où on dit elle. Oui, parce que donc Morte-Parole traite de l'école et de la violence langagière de l'école d'aujourd'hui, et le narrateur se rappelle, narrateur, donc fils d'immigré italien, fils d'ouvrier, ce qui est très important dans mes petites histoires, se rappelle une maîtresse absolument éblouissante, qu'il va comparer d'ailleurs à une Vestale, dont il a cru qu'elle avait une sorte de pouvoir chamanique sur les mots et les choses. Elle s'appelait Mademoiselle B. Elle dessine les mots, un don qu'elle a, qu'on n'a jamais connu chez d'autres. Elle se met debout sur son estrade, une jambe en avant, comme pour s'appuyer. Elle inspire un grand coup, gonfle sa poitrine à bloc, qu'elle a déjà forte d'ordinaire. De sacrée rondeur, il a remarqué, Paul. Et soudain, elle commence à flûter les syllabes, les chantonner, une musique, on dirait. C'est à ce moment qu'on les voit dessiner. Dans l'air par-dessus nos têtes, au ciel qui lui est la fenêtre. Toutes sortes de mots, des très simples, des plus rares. Des dorures, on se murmure en grand secret. Certains, depuis que la maîtresse nous a montré une photo couleur de la galerie des glaces, que tout ce qui est beau a l'éclat solaire de Versailles. À commencer par ses yeux irisés, illuminés quand elle déclame, module ses phrases. Souvent, elle respire encore plus bruyant, rythmé, et voilà qu'elle fait même apparaître les choses dont elle cause. Dans la classe, pile sous notre nez, un arbre, la première fois, je me rappelle. Paul, qui les aime tant, en était transi d'émotion, et le soir, il avait essayé de reproduire le miracle à table, en présence du père. D'un geste sûrement solennel, accompagné d'un souffle puissant, il avait prétendu dessiner la silhouette d'un noisetier. Prudent, il préférait commencer par un arbrisseau. Là, au beau milieu de la cuisine, entre le carrelage gris et le plafond blême, le père avait fixé un instant son fils, l'œil noir de fureur, et l'ébauche d'arbre s'était rencognée dans l'ombre. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, cacciati senza colpa, gli anarchici van via, e partono cantando, con la speranza in cuore, e partono cantando, con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo incatenati al par dei malfattori. Et comme il est question de Mademoiselle B dans votre roman merveilleux, Jean Védrine, il est question également de Giovanni, de Paul, du Bourbonnais, des Pouilles et de Turin. Et donc nous avons choisi, guidés par notre petit doigt, cette chanson de Giovanna Marini, Addio à Lugano. Merci beaucoup Jean Védrine, et merci pour ce très très beau livre, Morte-Parole chez Fayard. Merci à vous Éric Chauvier. Les mots sans les choses, j'ai failli dire, hein, les mots sans les choses, c'est chez Alia. Et on passe à votre petit...